Bienvenue sur la deuxième partie de notre récit d'aventure sur l'origine des tribus et comment ces tribus humaines ont pu influencer l'apparition des organisations qui, plus tard, ont donné naissance à nos entreprises. La première chose qui justifie la création d'un groupe humain, c'est une quête collective. Quelles sont ces motivations à ce groupe d'hommes et de femmes assis autour du feu? Souvent, la notion de la répartition circulaire autour du lieu du feu est propice à la circulation de l'énergie. On part souvent dans des entreprises, on voit des tables carrées partout. On fait des rectangles, des carrés, des triangles. C'est une grave erreur. Parce que l'angle, à chaque fois, qui est composé par un groupe de tables carrées, ça fait un grand carré. L'énergie ne circule pas sur un carré. Elle circule sur un ovale, elle circule sur un rond. Donc moi, je trouve toujours surprenant qu'on répartisse aujourd'hui les salles du conseil de direction des entreprises autour de grandes tables carrées. Si on essayait de faire des grandes tables rondes, on verrait que la circulation de l'énergie est bien meilleure, bien plus fluide. Or, on parle de fluidité dans tous les domaines. Pourquoi ne pas mettre en place la fluidité de la circulation de l'énergie dans les bureaux? Donc je pense que c'est un sujet qui revient autour du feu. On avait donc la répartition des humains de cette tribu qui réfléchissaient à leur motivation. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire ensemble? Pourquoi sont-ils ensemble? Parce que individuellement, chaque individu qui composait ces tribus avait ses quêtes individuelles. Est-ce que la quête collective était compatible avec la quête individuelle? Et donc c'est des conversations avec l'élément de langage qui était les leurs à l'époque, avec énormément de communication non verbale. On montrait ou pas une adhésion à un projet commun. Ce projet lié à la chasse, lié au développement de l'agriculture, lié à la pêche, lié à la création d'un lieu d'habitation autour des campements, le long des rivières, ou le long des lacs, ou le long des forêts. Les forêts ont très souvent été identifiées comme un lieu de vie, parce que protégeant des intempéries, protégeant éventuellement de l'adversaire, pouvant dissimuler les petits, pouvant bien sûr construire avec le bois et les branches des lieux de vie. Et puis surtout, le bois était propice au feu, et dans les plaines et les savanes, c'était difficile de faire du feu, parce qu'on manquait de combustible. Donc autour des rivières, autour des lacs, dans les vallées et dans les forêts, se sont développés des groupes humains. Et souvent, donc, la quête collective était la bonne raison pour laquelle des individus se regroupaient avec un objectif de faire ensemble. Donc quand on prend le parallèle avec le monde de l'entreprise, vous créez un projet, vous créez une division, vous créez un établissement, vous créez une filiale, vous créez un spin-off, vous créez une entreprise d'un groupe existant ou de rien. La quête collective est le fondamental et certainement l'élément structurant qui va donner ou pas un régime positif à ce projet. Donc il est important de passer du temps ensemble autour d'un lieu commun dans la paix et la sérénité pour définir quel est le projet commun. Très souvent, on a pris l'hypothèse que ce projet était acquis par l'ensemble des participants. Et très souvent, il ne l'est pas. Quand on fait des interviews d'employés, ce qui m'arrive souvent, je leur pose, mais vous êtes au courant de ce projet collectif? On vous en a parlé, on vous l'a vendu, on vous a associé dans cette définition? Ah non, non, on n'a pas parlé de ça. Ben non, mais on m'a dit que c'était le projet qui avait été défini par le groupe. Mais vous êtes membre constituant de ce groupe? Oui, mais on ne me l'a pas vraiment demandé. Et pourquoi? Ben, je ne sais pas, on m'a associé à ce projet, maintenant on m'a déplacé du projet A vers le projet B. D'accord, mais est-ce que vous comprenez les raisons pour lesquelles ce projet B a été élu ou voté? Non. Non, je n'ai pas été associé non plus. Donc comment voulez-vous que cet individu adhère à un projet collectif s'il n'a pas eu ou elle n'a pas eu l'opportunité de comprendre, d'apprécier, éventuellement d'embrasser le projet en question? Donc un conseil, si vous recréez une tribu professionnelle au XXIe siècle, faites en sorte que l'ensemble des éléments composants d'un projet commun soient compris par les individus constituants de ce groupe. Vous verrez que ce n'est pas un obstacle à la réussite. Les motivations des premiers humains qui vivaient en tribu étaient souvent de se protéger et de survivre. Je pense que dans les entreprises d'aujourd'hui, c'est pas ça qui touche la population des salariés ou des collaborateurs. Il n'y a pas qu'une croissance en profitabilité qui intéresse les salariés modernes. Il y a également une croissance en valorisation de leurs compétences, en ambiance, en bienveillance. Et je pense que les entreprises d'aujourd'hui devraient veiller à ne pas avoir que des objectifs de croissance en taille et en profitabilité, mais également dans des domaines beaucoup plus proches du sens. Alors, à partir du moment où on a les motivations, eh bien, il faut reconnaître qu'une tribu a son histoire, a son passé, a ses récits, éventuellement a ses craintes et ses croyances. Ça fait partie du dispositif. Et d'imaginer qu'un groupe d'individus qui a créé une tribu, qui a survécu à des tas de combats et de conflits et de dangers et de difficultés, n'a pas son histoire, c'est une erreur. D'imaginer quand on rachète une entreprise qu'il faut faire une croix sur l'histoire de l'entreprise, c'est une erreur évidente. Combien de gens vont vous dire « Non, mais nous, on était là avant, on a notre passé, on a vécu des choses, on a des souvenirs, on a des mémoires communes, on a vécu des périodes difficiles et des périodes positives et des succès et des échecs. » Il ne faut pas absolument faire une annulation de tout ça. C'est à mon avis une erreur. Donc quand les entreprises font des rachats,
moi je trouve que très souvent, elle sous-estime l'histoire de l'entreprise rachetée. Quand vous reprenez un groupe d'individus d'un département et que vous le mettez sur un autre département, ce groupe vient avec son histoire, vient avec son ADN et sa culture, vient avec son passé, vient avec ses croyances, vient avec ses certitudes. Et donc l'effort que constitue l'accueil des arrivants est un facteur de succès de la fusion des deux organisations. Eh bien, je pense que c'est exactement la même chose dans les tribus ancestrales. Il y avait une histoire. Chaque histoire était vécue par les membres constituants les plus aînés. Il y avait un transfert des aînés vers les juniors. Cette notion de transmission de la connaissance, du savoir, passait pas forcément par des langages, pas forcément par des écrits. Parfois, c'était des peintures rupestres. Parfois, c'était des danses, des musiques, des croyances, des rituels. Et vous verrez que l'appartenance à une tribu a son identité très profondément ancrée dans l'ADN de cette tribu. Donc ça fait partie, à mon avis, des choses que les entreprises du XXIe siècle sous-estiment. On a l'impression que tout le monde est nomade, tout le monde est capable de travailler d'un café, d'un lieu de coworking. Je ne suis pas sûr que ça suffise à rendre l'individu connecté au sens sentimental avec son travail. Oui, effectivement, il peut avoir un job, il peut être salarié, il peut toucher un revenu, quelle que soit sa forme, mais si l'adhésion de son esprit, de sa motivation, de son cerveau, de son cœur est associée à son salaire, je pense que globalement, l'individu en sera beaucoup plus performant. Performant, heureux, bienveillant, et certainement, il transmettra une énergie positive plutôt que de consommer une énergie négative. Et je pense que les leaders d'aujourd'hui doivent veiller à redonner des points de ralliement qui peuvent être des valeurs partagées, qui peuvent être des objectifs de croissance partagés, des objectifs de développement partagés, de responsabilité sociale d'entreprise partagée, et qui constitueraient les totems du XXIe siècle des entreprises. L'autre élément important des tribus, c'était le territoire. Pourquoi les tribus survivaient? C'est qu'elles se mettaient d'accord avec d'autres tribus sur le même grand territoire de se répartir. Les territoires de chasse, les territoires de pêche, les territoires de développement agricole. Quand il y avait une rivière avec plusieurs lieux de campement, bien, chacun des responsables de tribus se mettait d'accord que nous on va jusqu'à cette courbe de la rivière et vous prenez ensuite. Ce qui rendait la cohabitation plus facile. Parce qu'effectivement, l'homme est belliqueux, on aime bien imaginer le combat perpétuel avec l'ego des leaders, des chefs, mais je pense que la survie d'une tribu passait essentiellement par la stabilité, la paix, qui était créée par les conversations. Donc encore une fois, quand sur un marché, on doit s'entendre sur un périmètre, eh bien c'est vrai que la répartition intelligente des composants de chacun des membres constituants du GIE ou du partenariat fait partie, à mon avis, des critères de réussite d'un projet. Si un des acteurs prend la part du lion d'une offre collective, il est évident que les autres ne vont pas prendre le même plaisir à contribuer, à donner des idées, donner de l'effort. Donc la notion de territoire et de carte fait partie des règles de succès d'une tribu. Le dernier élément qui me paraît important, c'est l'ADN. On parle souvent, oui, c'est quoi l'ADN de votre entreprise? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, c'est quoi l'ADN de votre département? Je ne comprends pas la question. En deux mots, quelle est la structure qui fait que vous êtes aujourd'hui salarié d'une entreprise et vous êtes un élément constituant de la chaîne de l'ADN? Ah, d'accord, vous voulez dire qu'est-ce qui fait notre entreprise? Ah, alors ça, ce sont nos valeurs, nos croyances, notre passé, nos visions, nos futurs, et tous ces éléments-là, ça s'appelle l'ADN. On paye parfois très cher des boîtes de communication pour trouver l'ADN d'une entreprise. Et je pense que l'ADN existait très profondément dans les fondements d'une tribu. Donc quand vous étiez membre d'une tribu, quel que soit, et vous verrez que les tatouages et les couleurs de guerre que chacun, ou les couleurs de paix, que chaque tribu arborait sur ses épaules, sur ses couleurs de vêtements, sur ses couleurs de totem, faisaient partie de l'ADN. Et les gens respectaient le totem. Quand il y avait un totem en bois, par exemple, dans les tribus amérindiennes, ces totems étaient peints, sculptés, avec une identité unique. Il n'y avait pas deux totems qui se ressemblaient dans les tribus indiennes, par exemple. Par contre, chacun des totems était vénéré par les membres de la tribu en question. Et les totems étaient un peu comme l'étendard qu'on avait dans les armées napoléoniennes, qui permettait à l'ensemble de l'armée, pieds nus jusqu'à Moscou, de marcher dans la neige. Donc je pense que c'est important d'avoir une notion d'ADN dans une équipe. Donc je reprends l'exemple des entreprises. Combien de fois on a des patrons de département qui considèrent que parce qu'ils ont été bons toute leur carrière, ça suffit à ce que l'ensemble des salariés qui travaillent pour eux soient motivés, soient heureux, soient impliqués. Ben, ça ne marche pas comme ça. Je pense que si vous avez à retrouver la raison pour laquelle chaque individu s'associe à la structure de l'ADN de l'entreprise en question, de la division, ou du programme, ou du projet, eh bien, à mon avis, il y a beaucoup plus de chances que ça marche. Donc, passez du temps sur l'explication du comment, du pourquoi, plutôt que sur le quoi et le quand. Très souvent, on va directement sur la vision du planning d'un projet, la répartition des tâches, des responsabilités, et on a un peu sous-estimé la phase amont qui consiste à expliquer le pourquoi. Donc revenez sur le pourquoi des choses. Vous allez voir qu'en impliquant le collaborateur sur le pourquoi d'un programme ou d'un projet ou d'un chantier ou d'une affaire commerciale à négocier, vous allez avoir beaucoup plus de garanties de son engagement, de son implication, de sa créativité et de son intelligence.
Donc merci de m'avoir accompagné sur cette deuxième partie du récit et je vous retrouve prochainement pour la suivante.